Merci. La protection du patrimoine du chef d'entreprise, on en parle tout de suite en mini-conf avec le Conseil régional des notaires. 20 minutes de conf, 10 minutes de questions. Voilà, on est parti pour cette conf. Une question auquel on ne pense pas forcément souvent et pourtant est de la même façon que la plupart des confs qu'on a vues ce matin. C'est des choses qui sont importantes à anticiper et il y a des professionnels, des experts qui sont là pour vous accompagner dans ces démarches-là. Je vous laisse la parole. Bonne conférence. Merci. Oui, bonjour, Jean-Christophe Boyer, je suis notaire à Clermont-Ferrand et j'interviens à la demande du Conseil régional des notaires d'Auvergne pour vous parler de la protection du patrimoine. Vous savez que ce qui intéresse les notaires et en tout cas le service qu'on peut vous apporter, ça concerne votre patrimoine et précisément quand on s'apprête à créer une entreprise, la reprendre, se lancer dans les affaires, eh bien forcément se pose la question des risques liés à l'activité et du risque professionnel. Donc pour commencer, je vais vous rappeler un principe juridique de base en droit français qui est, de ce principe découle tout le reste, c'est le principe d'unicité du patrimoine. Ça signifie de façon très concrète que lorsqu'on s'engage, quelle que soit la nature de l'engagement, eh bien, on engage la totalité de son patrimoine à l'égard de ses créanciers. C'est ce qu'on appelle le droit de gage général. Si je suis par exemple entrepreneur individuel, que je prends un engagement, quel qu'il soit, un contrat, que j'ai une activité, eh bien mes créanciers, quels qu'ils soient, que ce soit des banquiers, le trésor public, des fournisseurs, des gens qui peuvent avoir à vous réclamer des comptes, eh bien ces gens-là peuvent exercer leur droit de gage sur la totalité du patrimoine. C'est-à-dire la résidence principale, les comptes bancaires, enfin tout et retout. Voilà. Donc c'est pour ça que l'exercice de l'activité professionnelle en nom propre, elle est par définition risquée et toute la nécessité, c'est justement de limiter ce risque ou de le juguler au moyen notamment des sociétés. Donc il y a plusieurs sujets pour protéger le patrimoine. Avant de rentrer dans les détails, je voulais vous dire que c'est important de penser à ça avant de se jeter dans l'exercice de l'activité professionnelle. C'est plus facile parfois de modifier sa situation avant que de le faire en cours de route. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous disais, principe d'unicité du patrimoine, si je fais rien, j'engage la totalité de mes biens. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. L'activité individuelle en nom propre, par définition, elle est risquée puisqu'il n'y a pas de dissociation entre les biens professionnels et les biens personnels. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de solution, il y en a plusieurs. Vous les découvrez avec moi. Il y a d'abord la déclaration d'insaisissabilité des biens immobiliers. C'est un acte notarié qu'on fait en disant je veux que mon bien immobilier soit déclaré insaisissable par mes créanciers. Et donc le créancier ne peut pas exercer son droit de gage sur les biens en question. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Peut-être qu'on vous en a déjà parlé parce qu'il y a eu des exposés avant le mien sur le statut de l'exercice professionnel. Et enfin, il y a éventuellement la question du changement du régime matrimonial. Alors, sur la déclaration d'insaisissabilité, la déclaration, elle concerne strictement les biens immobiliers. Jusqu'à présent, c'était la résidence principale, mais aussi les autres biens. Et puis la loi Macron récemment est venue modifier ce texte. La loi Macron nous dit qu'on n'a plus besoin de faire une déclaration d'insaisissabilité sur sa résidence principale. Elle est de droit insaisissable. En revanche, la déclaration d'insaisissabilité conserve un intérêt pour les autres biens que la résidence principale.
Voilà. Ensuite, nous avons l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors, en fait, le IRL, c'est un petit peu un mouton à 5 pattes, un mouton juridique qui fait un petit peu tâche dans le paysage juridique français. Pourquoi ? Parce que, par dérogation au principe que je viens de vous invoquer, qui est le droit de gage général des créanciers, eh bien, le IRL permet au chef d'entreprise de dire que le gage des créanciers ne sera que les biens professionnels qui sont affectés à l'activité et donc limitativement énumérés. Par exemple, vous voulez exercer telle activité, vous avez besoin d'un certain nombre de biens, vous allez les énumérer et donc le droit de gage des créanciers de l'EIRL sera limité aux biens qui ont fait l'objet de cette déclaration d'affectation de patrimoine. Donc ça concerne donc l'EIRL. Une autre solution pour limiter les risques professionnels, ça concerne le régime matrimonial. Alors, le régime matrimonial, vous savez ce que c'est. Le régime matrimonial, ce sont l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les époux. Nécessairement, quand on se pose la question de la création ou de la reprise d'entreprise, eh bien parfois sa situation personnelle, elle peut être tout à fait variée. Soit je suis célibataire, pacsé, marié, etc. Et donc ma situation a une incidence sur le patrimoine et notamment sur le droit de gage des créanciers. Donc je vous disais que légalement aujourd'hui le régime matrimonial c'est légal, c'est la communauté réduite aux acquets, mais qu'il est possible de choisir un autre contrat. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que le régime légal, qui est la communauté réduite aux acquets, c'est un régime qui s'accommode mal de l'exercice professionnel. Disons que ça fait courir des risques à l'ensemble de la famille, en l'occurrence au conjoint, et qu'il est parfaitement possible de changer de régime matrimonial. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il est préférable de penser à ces sujets avant, pour une raison simple, c'est le temps. Pour changer de régime matrimonial, quand on est créateur, repreneur, bien souvent on a des enfants et s'ils sont mineurs, eh bien le changement de régime matrimonial implique d'en passer par une procédure d'homologation auprès du tribunal de grande instance et tout ça fait que entre le travail du notaire pour changer le régime, la requête de l'avocat et l'intervention de la justice, eh bien il faut à peu près je dirais entre 8 à 9 mois pour changer de régime matrimonial. Et quand on est engagé avec un cédant, dans un projet professionnel, bien souvent on me fait la réponse suivante: oui, effectivement c'est très bien, j'aurais beaucoup aimé changer de régime matrimonial, mais là j'ai pas le temps. 9 mois c'est trop long, je vais devoir signer quand même, c'est-à-dire signer les engagements qui concernent la reprise de l'entreprise, les financements bancaires, etc. Voilà. Donc on peut parfaitement changer de régime, mais l'inconvénient, ça peut être le coût et surtout le délai. Alors, j'en arrive à quelques rappels sur le régime matrimonial légal. Par définition, si vous êtes marié et que vous créez ou reprenez une entreprise pendant votre mariage, cette entreprise tombe dans un pot qu'on appelle la communauté d'acquets. Je l'ai acquis pendant mon mariage et donc c'est un acquet de communauté. La difficulté, c'est que quand je vais aller voir le banquier va effectivement prêter pour ce projet et il va s'interroger sur son gage. Alors en l'occurrence, en régime de communauté, si l'entreprise appartient si elle est créée par monsieur par exemple, elle n'en est pas moins commune et ça signifie que le banquier a la possibilité de demander l'intervention de madame dans l'acte de prêt qui va autoriser à ce que le gage du créancier soit la communauté tout entière, c'est-à-dire le petit l'ovale que vous voyez, il y a dedans en général la résidence principale, tous les comptes, etc., l'entreprise aussi, et donc
le banquier va pouvoir demander l'accord de madame pour avoir un droit de gage sur cette communauté, voire même, il peut surtout demander la signature de madame. Et ça arrive même très souvent, même le plus souvent. Et donc, dans ce cas-là, si les deux époux signent, l'entreprise étant commune, ça n'est pas illogique, bien sûr, mais si les deux époux signent, eh bien, la totalité de leur patrimoine est engagée. Ça signifie que si l'entreprise a un problème quelconque, eh bien, le banquier pour poursuivre la totalité du patrimoine des époux. Donc, la question se pose éventuellement de changer de régime. Alors, le régime qui, celui qu'on utilise le plus souvent pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise, c'est la séparation des biens pure et simple. Alors, la séparation des biens, c'est, j'allais dire, c'est le plus simple, bien sûr. Chacun reste propriétaire de ce qu'il a, et ce qui est acquis pendant le mariage demeure à celui qui en fait l'acquisition. Alors en l'occurrence, j'ai fait acquérir une entreprise à madame, parce que la dernière fois que j'ai fait un sujet comme ça, j'avais un parterre de chefs d'entreprise dames, et donc ils ont trouvé que j'étais sexiste, donc j'ai mis ça sur la tête de madame. Mais en l'occurrence, vous voyez que si madame acquiert l'entreprise, eh bien elle aura à répondre sur son patrimoine, mais monsieur de son côté n'est pas touché par les engagements qui sont pris par son épouse. Voilà, donc séparation des biens pur et simple, c'est, j'allais dire, le plus courant pour les chefs d'entreprise. Une petite précision, la séparation des biens, on l'adopte par contrat de mariage. Quand on se marie, ça coûte 400 €, c'est pas très très onéreux. Si on doit changer de régime, eh bien on va dire qu'il faut rajouter un zéro souvent pour changer de régime. Voilà, nous avons notre participation aux acquets. Alors la participation aux acquets, c'est un autre régime qui, un petit peu comme la séparation des biens, sauf que ça se termine d'une façon qui est différente, c'est-à-dire que chaque conjoint a droit à ce qu'on appelle une créance de participation, c'est-à-dire à la moitié de l'enrichissement de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez à peu près. En gros, on fait la différence entre le patrimoine de monsieur quand il s'est marié et le patrimoine de monsieur quand il soit divorce ou décède. Et on fait la même chose pour madame. On calcule l'enrichissement des deux. Et donc, celui qui est le plus enrichi doit verser à l'autre, la moitié de l'enrichissement supplémentaire. En gros, c'est un mécanisme qui est destiné à rétablir les inégalités qu'il peut y avoir entre les patrimoines des époux. Imaginez la chose suivante, vous avez dans un couple un des époux qui travaille énormément, donc il va enrichir son patrimoine, et l'autre qui s'occupe des enfants, il ne va pas enrichir de son patrimoine, et donc quand ils vont arriver à leur retraite, eh bien, monsieur ou madame dispose de la totalité du patrimoine, et l'autre, en gros, il n'a rien. Donc il y a des mécanismes pour contrebalancer cette inégalité, et la participation aux acquets en fait partie. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Alors, je suis en train de me rendre compte que c'est pas le bon fichier, que je vais arriver très vite dans un problème. Donc, je vais aller chercher le bon. Je vous demande juste un petit instant, petite mise au point. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce que je viens de vous dire? Est-ce que pour l'instant vous arrivez à me suivre sur ces sujets? On pourra avoir un temps d'échange assez à la fin de cette conférence. Oui. N'hésitez pas, ça rappelle peut-être des expériences personnelles. Est-ce qu'il y a déjà des gens par ici qui, j'imagine, qui se posent la question sur la création d'entreprises, des reprises, et sur les implications que ça peut avoir? Est-ce que par ici, il y en a qui n'avaient pas forcément pensé « Oula, il va falloir que j'aille voir un notaire, peut-être, sur ces choses-là ». Est-ce que c'est des questions où tout le monde, pour vous, tout le monde, ça a été évident, la question d'aller voir le notaire? Monsieur, si je puis me permettre, pourquoi vous... Décidément, on se voit à toutes les confs, il est là toujours, le monsieur, il y en a d'autres. Pourquoi vous êtes dit « Tiens, il faut que j'aille voir le notaire ». Parce que je savais que je suis marié et que c'est en communauté de biens.
Donc si jamais il y a défaillance de l'entreprise, on perd tout. Enfin, c'est un risque à ne pas prendre. Donc vous avez changé de régime matrimonial justement pour ça ou Du tout, pas encore. pas encore, mais du coup vous y songez en avance. Voilà un monsieur qui a bien anticipé sur la question du régime matrimonial. Voilà. Parce qu'effectivement ça prend du temps, 9 mois, quand on voit la rapidité, à laquelle on doit parfois reprendre une entreprise ou signer. Voilà. C'est des questions qu'il faut se poser très tôt dans la conception du projet. D'autres expériences par rapport au notaire, on en parlait tout à l'heure du lien nécessaire et de se dire dans tout ça, surtout les questions juridiques, de comptabilité, est-ce qu'il faut que j'aille voir un comptable, un notaire, un avocat? Est-ce que mon avocat il peut pas répondre aux questions du notaire? Est-ce que le notaire il peut pas répondre aussi à des questions que je voulais poser à mon avocat? Des fois on s'y perd un peu dans tout ça, surtout quand on débute et qu'on se lance notamment. C'est des questions qu'on peut avoir et auxquelles j'imagine vous adressez. Je vous laisserai répondre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le notaire il est à la croisée des chemins. Le notaire, c'est le professionnel du patrimoine et des régimes matrimoniaux, et en même temps, qui connaît parfaitement le droit des affaires et le droit de l'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de sujets qu'on laisse à nos amis les avocats, qui sont spécifiques, mais sur le sujet de la protection du patrimoine et des sociétés, on va dire que votre notaire peut vous apporter beaucoup, voire l'essentiel. Je vous le disais tout à l'heure, mais je vous le redis avec insistance, il faut s'occuper de ces sujets avant, autant que c'est possible, parce que je suis trop souvent amené à voir des chefs d'entreprise qui se préoccupent de leur situation personnelle après celle de leur entreprise, et ils constatent avec difficulté que s'ils avaient fait ça avant, ça leur coûterait beaucoup moins cher. Voilà. Alors, excusez-moi de cette interruption, je viens de retrouver mon fichier, et donc je vous disais en commençant que le problème c'était l'unicité du patrimoine. Et bien justement les juristes, on a des outils pour les séparer, les patrimoines. Alors le premier d'entre eux, celui dont on vous a parlé notamment, c'est la création d'une société de capitaux. On peut également envisager la création d'une société civile. Alors cette fois, l'objet, c'est de dissocier l'aspect patrimonial du risque professionnel. L'immobilier, bien souvent, et même l'immobilier d'entreprise, on a intérêt à l'isoler dans une structure dédiée, c'est-à-dire une SCI. Par ailleurs, on peut envisager la création d'une société holding. Et je terminerai cette intervention sur la difficulté qui se présente avec le cautionnement personnel. Voilà. Alors, la société de capitaux. Donc, essentiellement, on va vous parler ici de la SARL et de la SAS. Je ne vais pas m'appesantir. Il y a un certain nombre de différences, notamment sur les charges sociales, les cotisations, les dividendes, etc. Mais le plus important, c'est que les sociétés de capitaux sont des sociétés dans lesquelles les créanciers ne peuvent pas poursuivre les associés. Si jamais il y a une difficulté économique dans l'entreprise, eh bien, vous savez que le chef d'entreprise dépose le bilan, il déclare la cessation des paiements au tribunal de commerce et le mandataire liquidateur doit régler tous les créanciers au moyen de ce qu'ils figurent dans la société. Et donc cette poursuite ne s'étend pas à la personne même du dirigeant. C'est l'intérêt le plus évident de la création d'une société. On me pose encore la question, j'ai un client qui a une difficulté à titre personnel, qui exerçait son activité personnellement et qui m'a dit la chose suivante, après avoir subi une faillite: pourquoi ne m'a-t-on pas dit qu'il fallait faire une société ? Il faut faire une société pour une raison qui est évidente, c'est de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Si jamais mes affaires ne vont pas, je dépose le bilan, hop, c'est terminé. Vous m'avez suivi ? Unicité du patrimoine, j'engage tout mon patrimoine. Société, je limite mon risque à la société. Voilà. C'est le grand intérêt de la société de capitaux. Alors ensuite, je vais vous parler de la société civile. Pourquoi ?
Alors, la société civile, on n'exerce pas son activité dans le cadre d'une société civile. Hein. C'est réservé aux éléments qui sont de nature patrimoniaux. Mais souvent, la question que se pose le chef d'entreprise, c'est maintenant que mon activité tourne un petit peu, je voudrais devenir propriétaire de mes locaux. Voilà. Et si je fais acheter les locaux par l'entreprise, eh bien, si l'entreprise a des difficultés, eh bien, par définition, l'immobilier peut partir dans la procédure collective. Donc, le schéma qui est adopté très souvent, pour éviter ce genre de sujet, au lieu de faire acquérir l'immeuble professionnel par la personne physique, eh bien on crée une personne morale, la SCI, qui confère un bail au profit de l'entreprise. Et donc on a dissocié le risque financier, puisque la SCI a son patrimoine propre, elle répond de ses dettes à elle, et ça n'a aucun rapport avec les risques liés à l'activité de l'entreprise. Alors, ça a certaines limites. La limite la plus évidente, c'est que si l'entreprise fonctionne plus ou fonctionne mal, elle ne pourra plus payer son loyer. Mais ça, j'allais dire, dans les deux cas, le problème financier peut avoir à se poser. Au moins, la SCI permet de mettre une partie du patrimoine, donc le patrimoine immobilier professionnel, dans une structure dédiée qui ne se mélange pas avec le reste. Un autre sujet sur les sociétés holding. Alors, la société holding, en soi, une société holding, c'est pas un mode particulier de protection du patrimoine, c'est simplement que c'est une façon d'intercaler une société. Plus j'ai de sociétés, plus j'ai d'écran entre mes risques et mon patrimoine. Voilà, donc en l'occurrence, je vous ai sur ce schéma identifié la situation de monsieur qui est propriétaire d'une entreprise à titre personnel. Il a acheté l'immeuble professionnel et il répond directement auprès de la banque. Donc lui, il est en première ligne, hein, s'il est en entreprise individuelle. Si c'est une société et qu'il a pris soin de faire une société de capitaux, il dépose le bilan éventuellement. Voilà. Si je vous prends l'hypothèse de la situation de madame, je lui conférais 2 entreprises. Alors, la société holding, des fois, c'est quelque chose qui est très utilisé pour les reprises d'entreprises lorsqu'on rachète les titres au lieu de racheter le fonds de commerce. Donc, on crée une société holding et cette société, c'est elle qui emprunte. Et donc, dans le schéma que je vous indiquais, eh bien, il y a bien une dissociation des risques financiers. L'entreprise emprunte auprès de son banquier, ça n'a pas de rapport avec la personne physique. Et par ailleurs, la société holding a emprunté, elle, pour acquérir les titres de société. Mais, donc, on va dire que j'ai repoussé le risque professionnel dans un second degré de structure. Voilà, alors si on pouvait s'en arrêter là, ça serait très bien, mais on va dire que les banquiers, ils ont également besoin d'assurance et donc ils vont faire en sorte de mettre en place des sûretés. Et j'allais dire, une fois qu'on a créé la séparation des biens, comme vous le voyez, une fois qu'on a mis en place des sociétés, on pourrait se croire à l'abri de toute difficulté et en réalité, non. Pour une raison très simple, c'est que le banquier veut bien vous prêter, mais il voudrait bien également avoir l'assurance d'être remboursé. Donc le banquier, il peut avoir à mettre en place un cautionnement personnel. En gros, là j'ai un banquier qui est un malin, il a vu que j'avais créé 2 sociétés et donc j'ai voulu isoler le risque professionnel, mais je veux quand même avoir l'assurance que le prêt que j'ai consenti sera remboursé. Et donc, en tant que banquier, j'ai demandé un cautionnement personnel directement à la personne physique. Si je fais ça, je remets en cause toute l'utilité du montage, c'est-à-dire que la banque peut aller chercher son financement directement dans le patrimoine de madame. Je vous rappelle, un cautionnement personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est un document sous seing privé ou notarié par lequel la personne physique s'engage à titre personnel et sur la totalité de son patrimoine à payer toutes les sommes nécessaires qui ont été prêtées, avancées par la banque
au profit de l'entreprise ou même de la société holding. Si je fais ça, je remets en cause toute l'utilité de la protection dont je vous parlais. Néanmoins, dans le schéma que je viens de créer, j'ai fait une séparation des biens. Ça veut dire que madame cautionne ses propres problèmes. Et ça n'interfère pas avec le patrimoine de monsieur. Et tout ça parce que je suis en séparation des biens. Il en serait autrement si j'étais en communauté. Voilà. Donc, effectivement, le cautionnement personnel, on va dire que c'est la limite à tous les sujets que je vous ai indiqués, dans le sens où c'est la façon pour le banquier de se rattraper. Alors, toute la discussion, en fait, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre le besoin de la banque d'être garantie et la nécessité pour le chef d'entreprise de ne pas mettre en risque la totalité de son patrimoine. Et par conséquent, j'ai intérêt à négocier et à limiter avec mon banquier le montant du cautionnement et sa durée. Le banquier me demande 200 000 € sur 5 ans. Eh bien, je peux lui répondre que je suis d'accord pour 2 ans et 100 000 €. C'est une négociation qu'il y a lieu entre le professionnel et la banque. Voilà, j'en termine parce que l'heure avance. Sur la conclusion, j'allais vous inviter à adapter votre régime matrimonial, à aller poser la question à votre notaire. Est-ce qu'il faut ou pas? Quelles sont les conséquences de mon régime matrimonial par rapport à l'activité que j'envisage? Créer une société. Alors, je vous dis créer une société comme si c'était une évidence. On n'a pas toujours intérêt à créer une société. Ça dépend des risques, ça dépend de l'activité, ça dépend de tout un tas de choses. Et vous avez compris qu'il y a un certain nombre de formes pour exercer l'activité professionnelle, le IRL, la SARL, enfin, il y a plusieurs sujets. Mais néanmoins, plus l'activité est susceptible de présenter un risque et plus on aura intérêt à donc créer une société. Troisièmement, préserver ses biens personnels des saisies, c'est-à-dire dissocier les actifs immobiliers des actifs professionnels, ne pas faire acquérir, sauf dans des cas particuliers, les actifs professionnels immobiliers par l'entreprise elle-même. Éventuellement créer une holding, ça a uniquement pour objet de créer un niveau d'intermédiation entre les risques professionnels et le patrimoine. Et surtout, comme je viens de vous l'indiquer à l'instant, limiter au maximum les cautionnements personnels en montant et en durée. Je suis toujours très étonné d'avoir certains de mes clients qui me disent « Ah, la banque m'a fait signer quelque chose, mais je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai pas tout compris. Mais j'ai quand même écrit manuscritement des chiffres et des lettres. Hein. Je crois que c'était 200 ou 300 000. Qu'est-ce que c'est, docteur ?» Enfin, pas docteur, mais mon cher maître. Eh bien, vous venez signer de votre arrêt de mort. J'ai eu le cas la semaine dernière, un monsieur qui a rempli une caution personnelle pour 314 000 € à titre personnel. Hein. Et il m'a dit, après l'avoir signé, qu'est-ce que c'est? C'est un problème quand même, hein, parce qu'une fois que la banque l'a enregistré dans son dossier, c'est assez délicat d'aller lui faire renoncer à la caution personnelle. Voilà. Et j'ai terminé par un petit pied de nez. Si tu veux pas être vénère, consulte ton notaire. Voilà. Les notaires d'Auvergne sont à la pointe de tous ces sujets. Alors, consultez. Merci beaucoup, bravo. Alors, est-ce qu'il y a des...